Merci en tout cas d'avoir bravé ce mauvais temps en cette fin de journée pour nous rejoindre. J'ose pas commencer parce que si je commence après, je ne vais pas m'arrêter. Et on va faire tout dans le désordre. Et tout ce qu'on aura préparé au préalable, ce sera à refaire. Bonjour, installez-vous, je vous en prie. Ok, il n'y a pas de souci. Okay, pas de problème. Allez, on démarre. Bien, donc merci d'être nombreux pour notre conférence de ce soir. C'est une histoire qui a commencé il y a plusieurs années maintenant, voire même une dizaine d'années, quand j'ai eu le plaisir de faire la connaissance du professeur Antoine Andremont. À l'époque, on s'était lancé sur l'antibiorésistance et j'étais loin d'imaginer qu'un jour, il me parlerait d'une montagne d'archives qu'il avait condensées depuis de nombreuses années et qu'on irait jusque-là dans cette histoire. Donc, on vous propose de présenter une conférence animée qui retracera en fait le contenu des publicités antibiotiques sur, comme c'est indiqué, presque un demi-siècle. Et donc, l'idée étant de montrer à quel point, en fait, ces publicités antibiotiques, avec une très belle image pour commencer, ont véritablement défié le temps. Alors, je me présente Claire Arpet, donc anthropologue, spécialisée, on peut dire, sur l'anthropologie de la santé, rattachée à la chaire Valeurs du soin, qui est une chaire de recherche sur 9 ans et qui est hébergée donc à l'Université Lyon 3 dans un laboratoire qui est le laboratoire de philosophie de Lyon 3. Et donc ici même, Antoine Andremont, professeur émérite à l'Université de Paris, professeur avant tout médecin, et puis ensuite professeur des universités sur un sujet qui n'est autre que celui de l'antibiorésistance. Vous l'aurez compris. Comment tu passes ? Donc, ce qui nous a animés au fil du temps, parce que ça ne s'est pas opéré tout de suite. Là, je vois. Installez-vous, je vous en prie. Cher Laurent, Florence et Laetitia, je vous ai reconnus sous vos masques. Ce qui nous a interpellés tout au long de cette réflexion en dépouillant les images publicitaires sur les antibiotiques, c'est déjà un fait. Enfin, moi-même, j'ai découvert au fil du temps comment ça fonctionnait dans la publicité médicale. Et donc, un fait précis, c'est que les publicités pour les médicaments sur ordonnance, et donc en l'occurrence notamment les antibiotiques, sont réservées au corps médical. C'est-à-dire que toutes les publicités que vous allez voir là défiler, jusqu'à il y a un an, c'est-à-dire avant qu'on les mette au musée graphique, ne sont pas vues par le tout un chacun comme vous et moi. Ce sont uniquement donc les médecins qui ont accès à ces publicités dans des revues spécialisées. Donc ça, c'était le premier fait. Et à partir de là, on a monté une hypothèse qui, au fil de ces observations, de l'intérêt qu'on a porté à ces images, s'est révélée assez flagrante. C'était que la publicité médicale pouvait être apparentée à un véritable langage mythologique. Alors quand je dis mythologie, quand je dis mythe, très souvent on pense à des récits anciens, traditionnels, de populations, on va dire, traditionnelles. Et en réalité, au-delà donc de cette représentation qu'on a du mythe, le mythe, qui est un ensemble donc, de croyances, de représentations idéalisées autour d'un phénomène, Roland Barthes, lui, donc, dans les années 50, a démontré qu'en réalité, nos sociétés modernes sont tout aussi enclines
à produire des mythes, de la mythologie. Et un des canaux principaux de cette production de mythes, eh bien, ce n'est autre que la publicité. Et donc, autour donc, de ces représentations qu'a développées Roland Barthes dans les mythologies, notamment, on s'est attaché à essayer donc de traduire l'expression donc de ce langage mythologique des antibiotiques à travers donc la publicité. Alors je vous ai repris là des phrases un peu, on va dire, mythiques justement de Roland Barthes, qui disait tout simplement que notre vie quotidienne se nourrit de mythes et que le mythe est une valeur, il n'a pas la vérité pour sanction, rien ne l'empêche d'être un alibi perpétuel. Autrement dit, tout est possible, tout lui est offert, et on va voir à quel point la publicité des antibiotiques ne s'est jamais limitée dans l'expression en fait pour faire passer des messages, et on verra quel genre de message. Alors, cette aventure n'aurait pas pu voir le jour si il n'y avait pas eu des soutiens multiples et variés. Antoine en parlerait mieux que moi pour tout ce qui a, on va dire, été un temps d'archivage. Donc, on a notamment Thierry Lefebvre, avec lequel l'idée de la collection est venue. Antoine, tu pourrais y revenir. Hein. Peut-être même prendre ton micro. Oui, juste pour citer ses collègues, hein, Thierry Lefebvre, qui est donc maître de conférence à l'Université de Paris, avec lequel l'idée de la collection est venue, hein, qui s'occupe de communication, qui est pharmacien également. Guy Cobolet, qui était le directeur de la bibliothèque universitaire de Paris. Les bibliothèques, c'est bien utile, et qui venait d'acheter, au moment où on a fait ça, en 2005, un scanner de la dernière génération, sans lequel on ne serait pas là ce soir, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'une jeune étudiante en master, Marine Corniou, qui est maintenant journaliste à Québec Science à Montréal, a fait le travail, c'est-à-dire qu'elle a feuilleté les collections de journaux médicaux, de 2 journaux médicaux, un français, un américain, sur une longue période, sur 45-2004. Chaque fois qu'elle voyait une publicité médicale, elle la scannait, quoi. Et c'est ça la base du travail que vous avez aujourd'hui. Donc il y a un vrai travail de recherche quand même très pas. Enfin, c'était pas très drôle hein, à feuilleter comme ça, mais bon, c'était indispensable. Et puis Joseph Beltante. Puis tout ça s'est endormi quand même pendant voilà, combien d'années? Endormi pendant une vingtaine d'années, presque une quinzaine d'années. Jusqu'à ce que, avec Claire Arpet, on rencontre Joseph Beltante, qui va prendre la parole dans une minute ou deux, et qui est directeur du MICG à Lyon, et qui a été un formidable dynamisant de ce projet. Et puis, on voulait remercier aussi, je vais peut-être laisser Claire... les équipes de Lyon 3, mais pour en revenir à cette rencontre avec le musée de l'imprimerie et de la communication graphique, je vais y arriver, c'est vrai que ça a été à la fois une surprise et puis une formidable découverte, parce que quand on a eu cette idée avec Antoine, on s'est dit, bon alors, est-ce qu'on se lance ? Est-ce que ça va intéresser les musées ? En fait, on ne savait pas du tout où on mettait les pieds, et c'est vrai que Joseph a ouvert grand ses portes du musée avec un enthousiasme qui nous a vraiment fait du bien, parce qu'on ne savait pas du tout si ça allait fonctionner. Et je pense que Joseph nous expliquera en quoi précisément cette proposition de mise en lumière d'images qui jusque-là étaient réservées à un corps de métier que sont les médecins, a paru vraiment intéressant pour le musée. Donc, Joseph, on s'était dit à la fin, peut-être de la présentation, ou comment vous vouliez qu'on... Juste après... Oui, je pense que ça peut être bien, tout à fait. Merci.
Merci Claire, merci Antoine. Vous m'entendez, c'est bon? Ça va? Désolé, j'ai le projet dans la figure, du coup, c'est sympa. Bonjour, merci à tous pour cette invitation. Je voulais simplement dire deux mots sur pourquoi j'ai été intéressé par ce projet, pourquoi on l'a mené ensemble au musée. Donc, moi, de mon côté, je suis un étudiant de la manufacture des tabacs qui a mal tourné, puisque beaucoup d'années après, je me retrouve en direction de musée. Je suis un spécialiste des séries télévisées américaines. J'ai fait mes thèses là-dessus, à Sciences Po, etc. C'est un sujet qui intéressait personne, vraiment personne, dans les années 90. J'ai passé en 2008, pardon, mais j'ai passé 15 ans là-dessus, donc voilà. Ce qui fait que les images, globalement, mon sujet, c'était séries télé et politique, parce que c'est ce qui m'animait, donc ce qui me permettait de regarder environ une centaine de séries télé par semaine, ce qui était plutôt sympa à l'époque. Donc du coup, quand mon travail maintenant, c'est en direction de musée, c'est de rencontrer des personnes qui ont des demandes étranges. Et il faut d'abord accepter d'écouter la demande étrange. Et là, c'était une demande particulièrement étrange, parce que ça touchait aux antibiotiques, donc je n'avais absolument aucune idée de ce qui allait se passer dans la conversation. Et c'est vrai que dans ces cas-là, j'ai besoin de deux, trois moments où je vais pouvoir m'y retrouver en tant que directeur de musée. Le musée dont on parle, il est à Cordeliers. Peu de gens le connaissent, mais en même temps, il est très plein et c'est très bien. Il est spécialisé sur l'histoire du livre, et puis surtout le graphisme et le design graphique aujourd'hui, ce qui nous permet d'avoir des expos assez bizarres aussi. Et je crois que c'est ça qui m'intéresse. Donc on sortait d'une grosse expo Warhol, avec un fond Warhol que personne n'avait jamais vu, et ce qui permettait aussi de réfléchir le visuel. Donc quand j'ai rencontré Claire et Antoine, j'ai tout de suite vu ça. C'est-à-dire, j'ai tout de suite vu un ensemble pas touché, pas vu. Donc là, forcément, c'est intéressant, puisque si c'est pas vu, c'est qu'on va le découvrir ensemble. Et ensuite, il y a ce sujet incroyable de l'antibiotique qui fait que je n'avais absolument aucune idée de comment représenter ce sujet. C'est-à-dire qu'on demande à un publicitaire, quelqu'un, de faire une publicité sur l'antibiotique. Je pense qu'on n'a aucune idée de comment on représente ça. Enfin, c'est absolument invraisemblable. Ce qui fait que je commençais à imaginer les différents graphistes publicitaires qui ont dû toucher à ce sujet, qui devaient être complètement paumés, parce que c'est excessivement complexe à présenter en une image simple, forte. Et quand j'ai vu les images et les liens entre le graphisme, le cinéma, enfin tout ce que vous avez vu peut-être en passant dans les images, et ces questions-là, je me suis dit, bon voilà, on a un sujet qui est très intéressant, à la fois sur quelque chose que moi je ne connais pas, donc tout de suite c'est intéressant, la santé, l'antibiotique, le lien aussi comme c'était amené sur l'antibiorésistance et l'aspect social et anthropologique de l'affaire. Donc il y avait un peu tous les ingrédients pour m'intriguer. Ensuite, on a épluché le fond, qui heureusement était déjà très épluché, donc beaucoup d'images en bonne qualité. Donc en gros, moi, mon travail était finalement très peu d'apport, si ce n'est le musée en tant que tel et l'équipe. On est une équipe d'une trentaine de personnes. Donc le but du jeu, c'est de donner envie à tout le monde. Donc après, on a passé le projet. Et il se trouve qu'on a... mon sujet à moi, c'est le côte à côte. C'est-à-dire du coup, comment on met à côté deux images qui n'ont absolument rien à voir, de temporalité qui n'ont rien à voir, et de les faire se réfléchir. Donc vraiment, on est avec ce sujet-là, à côté d'autres choses, d'autres affiches du musée, des choses du 20e, du 17e, du 15e. Tout de suite, là, ça devient intéressant parce qu'on met face à face des choses qui n'ont pas à l'être. Donc on a décidé qu'il y avait deux catégories, une catégorie plutôt graphique. Donc là, on en verra passer d'images excessivement presque constructivistes russes, modernistes, très rouges, noires, très, très étonnantes. Et puis après, le côté très cinématographique, parce qu'on a l'impression le publicitaire a vraiment essayé de prendre tout ce qu'il pouvait prendre du Silence des agneaux, de Star Wars. Enfin, vraiment, on sent qu'il y avait vraiment tellement pas d'idées de la part des publicitaires que du coup, ils sont allés fouiller dans tout ce qu'ils pouvaient. Il y en a vraiment certains qui sont complètement vraiment prises. Enfin, on sent vraiment la difficulté. Ce qui les rend très humoristiques aussi, parfois très, très humour noir, hein, avec certains. On joue aussi pas mal avec l'image de la mort sous toutes ses formes, donc très intéressant aussi. Donc voilà un petit peu moi ce que je trouvais bien. Derrière, du coup, on a séparé un tas graphique, un tas cinématographique. On a projeté les cinématographiques, on a imprimé les graphiques. Et c'était suffisamment réussi comme singularité, je dirais, pour moi me rendre heureux de tout ça. Il se trouve qu'on a fait cette exposition avant que la crise sanitaire se lance, ce qui fait que déjà j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on l'a fait. Et puis surtout, c'était vraiment pour moi, c'était une entrée dans ce sujet de santé que je n'ai pas quitté depuis pour plein de raisons. Parce que diriger une structure aujourd'hui, c'est l'enfer. Mais on est beaucoup à la partager ça. Voilà, donc je suis entré dans la santé
par ce sujet-là. J'en suis ravi. Je suis ravi aussi de savoir que avec Lionel aussi, on a des échanges sur d'autres sujets, mais on se retrouve aussi aujourd'hui là-dessus, et de voir que vous avez ces images dans la bibliothèque, ça me fait évidemment très plaisir. Et donc je salue votre travail, le travail de mes collègues, et encore merci d'être venu me voir. Merci Joseph d'être toujours là ce soir. Ça me fait penser qu'il y a un point que je voulais rajouter, c'est que à la suite de cette exposition, l'aventure ne s'est pas arrêtée là, puisqu'il faut savoir que ce travail il s'inscrivait dans un petit projet qu'on avait obtenu, un projet de recherche, et qu'avec le budget qui nous restait, on a pu justement sortir un catalogue. Et ça, je trouve que c'était l'aboutissement de ce partenariat qu'on avait eu avec le musée. On vous le fera circuler après, mais on ne vous le donne pas tout de suite parce que c'est là que ça se passe. Mais voilà, c'est grâce en fait à vraiment ce travail collectif de chercheurs, de partenaires institutionnels qu'on a pu non seulement faire cette exposition, mais ensuite, après, la maintenir vivante à travers ce catalogue et relancer la machine ce soir. Et on espère bien aller plus loin ensuite. Donc, Lionel, je ne sais pas à quel moment tu es arrivé, mais parmi les remerciements que nous avions, donc j'insiste bien sur la participation de notre université à ce projet, et notamment de Frédéric Gerland, qui a réalisé ce catalogue, et le musée qui a imprimé le catalogue. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Et puis Lionel Mignot, ici présent, donc, qui a donné cette possibilité d'expression au sein de l'université, dans la bibliothèque universitaire. Voilà, j'en ai fini. Je vais passer la parole à mon collègue Antoine Andremont. Merci beaucoup et je vais commencer par vous dire comment on a fait. Enfin, alors pour moi, je viens des sciences dites dures, de la microbiologie, de la génétique, de la médecine, bien sûr aussi. Mais c'était un travail tout à fait à côté du mainstream de ce que je faisais. Et c'était vraiment en discutant avec ce collègue Thierry Lefebvre qu'on avait pensé à ça. Donc c'était une collection qu'on a réalisée, vous voyez, il y a longtemps, en 2005. Et on a feuilleté la presse médicale, puis ce qui s'est appelé la Nouvelle Presse Médicale. C'est une publication qui était très lue par les médecins, tous les médecins français, entre 1945 et qui continue encore aujourd'hui en français. Et puis un peu l'équivalent américain qui s'appelle le JAMA, comme vous voyez là. Et sur une période un petit peu moins longue. Et on a scanné plus de 800 images, donc il y a vraiment un fond qui est important. On en a fait une sélection pour l'exposition, comme vous l'a raconté Joseph, et pour la présentation aujourd'hui. Et on s'aperçoit qu'il y a 4 périodes. Vous voyez, les années du début, 40-50, 60-70, 80-90, et puis juste quand ça s'est arrêté, parce qu'il n'y a plus de nouveaux antibiotiques, comme on le lit un peu partout aujourd'hui, et donc il n'y a plus de nouveaux antibiotiques, plus de publicité après les années 2000. Et on a parlé largement du musée. Alors, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de vous en montrer un certain nombre et de vous faire essayer de vous faire réagir, ressentir plutôt ce que nous on a ressenti quand on a vu ces publicités. Et les premières publicités dans les années 40-50, elles jouent beaucoup sur l'ombre et la lumière. C'est l'époque du noir et blanc. Il n'y a pas encore de couleur. Mais oui, mais j'aime bien voir le truc devant moi parce que je lis. Non, mais je vais passer. Ben voilà. Ah oui, mais j'ai pas mis le petit machin. Mais je vais le faire comme ça. Et vous verrez que à cette période, c'est surtout le nom des antibiotiques, c'était très nouveau, c'était une révolution comme on n'imaginait pas. Avant les antibiotiques, des choses auxquelles vous pensez plus, un petit furoncle, c'était souvent mortel. Une infection urinaire, si vous interrogez vos grands-mères ou vos arrière-grands-mères, c'était pas quelque chose qu'on pouvait négliger. Les femmes mouraient en couche d'infection. Enfin, la tuberculose décimait ce qu'on appelait les classes populaires à l'époque.
c'était vraiment voir les classes dites supérieures, vous disiez Thomas Mann, enfin bon, c'était des choses absolument dramatiques, hein. Et les antibiotiques, c'était une révolution. Et quand ils sont arrivés, eh ben, les publicitaires ont d'abord fait ce qu'on appelait de la réclame, hein, c'est-à-dire qu'il fallait juste donner quelques informations. Et vous voyez, bon, alors il y a le nom en gros, et puis à quoi ça sert. Quidargol, rhinopharyngite, vous voyez, c'est très sobre en fait, encore. Il y a un peu de graphisme dans les lettres, hein, les fontes, comme on dit maintenant, je crois. Mais en gros, c'est très sobre. Et puis, très vite, ça va devenir quelque chose d'autre. Très vite, dès les 51, 50, hein, on est encore au début de l'ère, ce qu'on appelle l'ère des antibiotiques. Mais vous voyez qu'on cherche à attirer l'œil du prescripteur. Et encore une fois, c'est pas l'œil du médecin c'est l'œil du médecin, c'est pas l'œil du malade, hein. Les malades, ils voient jamais ces publicités. Et alors, des enjolivures autour, un phare dans la nuit pour sortir d'une pommade cicatrisante. Et les métaphores commencent à jouer très fortement. Ça joue beaucoup sur les tendances de l'époque. Regardez en 58, là, cette publicité pour un antibiotique qui s'appelait la tifomycine, et la cité radieuse, un bureau des années 30 du fameux designer Pierre Charot, enfin on n'appelait pas ça designer je crois à l'époque, réédité, vous voyez des meubles vintage de l'époque, ça jouait sur ce qu'il y avait dans la tête des prescripteurs, ça commençait à jouer fortement sur d'autres choses que le nom, et vous voyez que tifomycine, on voit plus trop à quoi ça sert là. Et ça va pas s'arranger. Là, on est juste après, enfin un petit peu après la guerre. On est encore dans des ambiances difficiles. On se souvient de des images de l'hiver 56, l'abbé Pierre. Hein, vous savez, vous avez peut-être entendu parler de l'abbé Pierre. Ça a commencé pendant cet hiver-là. Il faisait très froid, les gens étaient à la rue, tout était bloqué. Et visiblement, la téramycine, les publicitaires de la téramycine ont joué là-dessus. Et puis, on rentre dans les années 60-70, hein, la grande époque de la publicité. Ce que vous disiez, Joseph, ça me faisait penser à Mad Men, la fameuse série américaine sur les publicitaires de Madison Avenue, hein, avec ce jeu de mots entre les fous et ce qui c'était un peu... Vous allez voir que, comme disait Claire Harpet, à partir d'un certain moment, il n'y a plus de limite dans ce que se mettent à dire ou à faire les publicitaires. Les antibiotiques, à l'époque, règnent en maître comme le développement industriel. Il y a des doubles pages, il y a des images qui abordent toute la puissance, hein, ça fait beaucoup référence à la puissance. Les allusions publicitaires, artistiques et sociétales se déploient de plus en plus. Et enfin, c'est l'apparition de la couleur qui va donner un punch, comme vous allez voir, formidable à ces publicités. C'est peut-être cette image qui est la plus forte en termes de graphisme, comme c'est vraiment Joseph Beltende qui a repéré cette tendance graphique très forte que moi personnellement j'avais pas vu, trop pris j'étais trop la cible, vous voyez, je les voyais plus les publicités, je les recevais mais je les voyais plus quoi, et je les avais reçus pendant toute cette époque. 73, c'est l'année où j'ai commencé mon internat, hein, c'était voilà. Et c'est incroyable comme ça, comme c'est proche de Vasarely. Si vous pouvez voir Vasarely à Aix-en-Provence, hein, en particulier à sa fondation, ou bien du Buffet, hein, qui est aussi un des grands artistes de cette période. Et là, on oublie un peu ce qu'il y a derrière l'antibiotique. On voit plus que la force graphique de l'image, très proche des courants artistiques. Et j'avais pas pensé à ce que disait Joseph tout à l'heure, à savoir qu'ils n'avaient pas d'idée. Moi, j'avais pas pensé qu'ils n'avaient pas d'idée, les publicitaires, et que donc ils attrapaient ailleurs
des choses qui passaient par là. Et alors, il y a des trucs incroyables. Vous voyez, les antibiotiques étaient considérés, on voulait les faire considérer par les médecins comme des friandises. Cette publicité américaine, elle n'est pas ambiguë. Quel parfum préférez-vous, quoi? Et il y avait, et ça, il n'y a pas de publicité là-dessus, mais il y avait à l'époque un laboratoire qui vendait l'antibiotique pédiatrique le plus célèbre, et il distribuait dans les salons d'attente des pédiatres des bonbons à l'excipient du sirop de cet antibiotique, pour que les enfants s'habituent au goût du sirop et qu'ils prennent le sirop après avec plaisir, quasiment qu'ils le réclament, quoi. C'était une époque, il n'y avait pas de limite, quoi. Alors on jouait beaucoup sur l'anxiété des docteurs, hein, et c'est vrai que quand vous voyez ça, vous vous dites, oh là là, bah, la prochaine fois que je verrai un monsieur comme ça, bah, dites donc, je vais tout de suite prescrire cet antibiotique. Et vous pouvez voir que ce qui est écrit en petit, évidemment, on ne peut pas le lire, hein, quoi. Alors même quand on l'agrandit comme je l'ai fait là, où ça vous dit commencez par ce médicament, ce qui était d'ailleurs assez contestable d'un point de vue médical. Mais vous voyez, c'est bien sûr c'est écrit, mais c'est écrit en tout petit. Et là, c'est pareil aux États-Unis, c'est exactement le même ressort publicitaire, hein. Il faut faire peur aux prescripteurs pour qu'ils se précipitent sur ce médicament pour, entre guillemets, ne prenez pas de risque avec vos patients. Et ça culmine cette idée qu'il faut tout de suite prescrire l'antibiotique dans ces deux publicités qui sont peut-être celles qui moi, me touchent le plus. Celle de gauche, où vous voyez un pavillon de banlieue, visiblement, avec une lumière allumée, le docteur qui est là en bas, hein, la voiture est vide, et qu'est-ce qu'il peut faire d'autre, hein? Il est tout seul, c'est la nuit, il fait froid, et ben, il va prescrire le produit. On ne sait pas pourquoi, hein. Vous voyez, il n'y a rien d'autre sur la publicité que Jean Taline. C'est incroyable. Et à droite, alors c'est relooké avec l'enthousiasme américain, c'est la Squaw Valley dans le Colorado, et là le cow-boy américain arrive pour sauver le patient avec son antibiotique immédiatement, et rien n'est laissé au hasard. C'était vraiment une voiture, en France, c'était vraiment une voiture qui était beaucoup achetée par la Simca 1100, c'était vraiment la voiture du jeune médecin dynamique. Moi, je me souviens que je faisais des remplacements du côté de Gien, et le médecin que je remplaçais, il avait une Simca 1100. Et aux États-Unis, ce qui est en fond d'écran, enfin en fond, là derrière, vous voyez, c'est une voiture mythique aux États-Unis, ce qu'on appelle une Snowcat, qui est encore le rêve de beaucoup de pseudo-cow-boys actuels. Et alors ça joue sur la peur individuelle, ils allaient jouer sur la peur collective aussi. En 74, cet accident de voiture absolument terrible, on ne voit pas le rapport direct avec l'antibiotique, mais c'est la peur, donc il faut mettre l'antibiotique. Quelque chose de grave se passe, hop, antibiotique. Et j'ai ressorti le pic des accidents de voiture. Vous voyez, c'était exactement à ce moment-là qu'on était au maximum, à presque 20 000 morts, hein. Maintenant, on est beaucoup moins, hein. Alors, parfois, ça dépassait quand même vraiment les limites de ce que, à mon avis, on pouvait dire, hein, parce que une publicité comme celle de gauche, là, où vous voyez des thermomètres cassés, ça implique les antibiotiques, ça fait baisser la fièvre. Donc, s'il y a de la fièvre, il faut donner des antibiotiques. C'est le contraire de la fameuse publicité que vous connaissez probablement tous. Les antibiotiques, c'est pas automatique, hein. Vous avez probablement tous entendu ça. Et ben ça, c'était contre ça, les antibiotiques, c'est pas automatique. Les publicitaires disaient les antibiotiques, en gros, ça fait baisser la fièvre.
Il y en a eu plusieurs de ce genre-là, ce qui est absolument faux, évidemment. Donc, quand vous avez une maladie virale, une grippe, la Covid, c'est pas les antibiotiques qui vont vous guérir. Et puis, quand on voit la grosse artillerie, j'aime bien celle-là. Rien à ajouter, tout est dit en un mot, mais sur 4 pages, vous voyez, vous aviez une première page de la revue, vous voyez ça, vous vous dites qu'est-ce que c'est ce truc-là. 2 pages suivantes, c'est encore un peu obscur, et quand vous êtes à la dernière page, vous voyez l'ensemble. Donc c'est une espèce de phénomène de teasing qui jouait encore une fois sur le prescripteur. Et vous étiez marqué par ce nom parce que vous aviez feuilleté ces pages, et donc la prochaine fois, vous alliez utiliser cette fameuse lincocine. Alors, dans les années 90, vous allez voir, ça devient encore... ça devient en 80-90, c'est frénétique. Et on sent bien l'addiction aux antibiotiques. Hein, la médecine, à cette époque, est devenue antibiodépendante, hein, comme on dit. Et il y a eu ce phénomène d'overdose, c'est-à-dire de surconsommation des antibiotiques, en médecine humaine, bien sûr aussi en médecine animale et vétérinaire, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. En médecine humaine, ça a été une surconsommation qui existe toujours, et qui probablement largement a été stimulée par ces publicités médicales. Et c'est là qu'arrive ce que Joseph Beltante avait très bien pointé sur les ambiances cinématographiques qui vont débobiner des scènes mythiques de la vie courante ou de films qui marquaient les gens, le fort réalisme des mises en situation, le recours à l'actualité la plus valorisante, et presque toutes les situations médicales semblent avoir un remède, donner des antibiotiques. Alors, y en a deux qui montrent bien ce qu'était la folie des 80s, que la plupart d'entre vous n'ont évidemment pas connu, où il y avait à la fois l'irruption dans la santé publique de l'infection par le VIH-Sida qui était mortelle à l'époque. En 6 mois, les gens mouraient dans des conditions absolument épouvantables. Et puis, en même temps, une espèce de grande libération. On disait c'était les années où tout était permis, les années fric, les années... Enfin, on en reparle un peu avec la mort de Bernard Tapie ces jours-ci d'ailleurs. Et vous voyez, il n'y avait pas vraiment de limite. Nager, bronzer, mycoser, quoi. C'est quand même assez extraordinaire, quoi. Ou à droite, souvenir d'amour, parlons-en, avec ce lit et un certain nombre d'habits comme ça qui traînent. On se demande ce qui a bien pu se passer, ou plutôt on se le demande pas. Et c'est donc le pouvoir évocateur, voyez, le plus brutal qui est utilisé pour faire prescrire ces médicaments. Finalement, vous avez eu envie d'utiliser le produit de droite après vos vacances systématiquement, et le produit de gauche après ce qu'ils appellent un souvenir d'amour systématiquement. Alors, c'est à ce moment-là à peu près que les publicitaires, en manque d'idées, se sont mis, ont pris l'apport d'Hollywood. Ça a vraiment été très marqué, comme vous allez le voir sur la petite série que je vous ai repris là. Le monsieur de gauche, il y a vaguement le nom d'un antibiotique écrit, mais vous voyez que les caractères sont pas faits pour qu'on puisse le lire vraiment. Il est assez absent, même le nom d'antibiotique là. Par contre, c'est visiblement un monsieur qui fume, qui a beaucoup fumé, qui doit être de bronchitique chronique, tout à fait comme Robert Mitchum, ça dit peut-être pas grand-chose à certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, Robert Mitchum, mais c'était une des grandes stars d'Hollywood. C'était le type qui a profondément marqué Hollywood. Bon, évidemment, c'est moi qui lui ai fait dire ça. Il a jamais dit ça. Et alors, vous allez voir comme ils se sont inspirés du cinéma. Le piopène, un antibiotique qui réellement était très, très intéressant, eh bien, le lever de soleil lors de la séquence d'ouverture du film L'Odyssée de l'espace, il y a un peu de ça. Et vous allez voir dans les autres exemples, c'est encore... ça, c'est l'aube des métaphores cinématographiques. Mais après, ces 4 dames qui ont des infections urinaires récidivantes,
comment faire de la publicité pour ça? C'est pas si facile de trouver. Eh ben, ils les mettent sous un parapluie avec des grands sourires, comme dans Singing in the Rain ou dans les parapluies de Cherbourg. Hein. Vous voyez, c'est vraiment de l'appropriation de quelque chose de formidable pour le, le, le lien direct. Il faut quand même le chercher, quoi. C'est vraiment un lien d'influence directe sur le prescripteur. Le claforant, le claforant, c'est un antibiotique français. Ça a été une formidable découverte quand il a été mis sur le marché. Hein. C'était les laboratoires Roussel qui l'avaient inventé. Et ils ont choisi donc ce bel Indien qui, c'était, voyez, juste 2 ans après la sortie du film Danse avec les loups, que vous avez peut-être vu et qui a fait quand même un nombre de millions juste considérable au box-office. C'était le grand succès de l'époque. Et ça continue. Le Seigneur des Agneaux, c'est le Seigneur des Agneaux, le Silence des Agneaux, je confonds toujours les deux. Et c'est le Silence des Agneaux. Et celle-là, je crois que c'est Claire Arpey qui a repéré tout de suite dans la publicité de gauche la résonance avec le Silence des Agneaux. Mais peut-être que vous, c'est à d'autres films que vous pensez, quoi. Chacun peut y retrouver son imaginaire. Et puis celle-là qui est un petit peu plus complexe, parce que quand vous voyez ça, il n'y a pas de doute. À mon avis, on ne peut pas mettre en doute la proximité entre l'image de gauche pour un antibiotique en 93 et Rintintin et Rusty, c'est vraiment la même chose, quoi. Et alors là, on se dit, mais pourquoi? Parce que, eh ben, à mon avis, c'est parce que les médecins de 1993, on voulait leur faire souvenir de ce qu'ils avaient vu quand ils étaient des enfants, quand ils avaient vu Rintintin et Rusty. Donc, vous voyez, c'est un peu indirect, c'est un peu plus élaboré comme association, mais c'est quand même particulièrement frappant. Et puis, alors, on joue aussi sur l'événement, parfois sur l'événement immédiat. En 92, un grand sportif, vraiment un très belle médaille d'or, hein, Philippe Omnès, mais médaille d'or au fleuret aux Jeux Olympiques de Barcelone. Et quelques mois plus tard, la publicité pour la tazocilline, dont on se dit qu'il y a peut-être un rapport entre les deux. Et après l'an 2000, alors vous voyez, après l'an 2000, ça se tarit. Il n'y a plus de nouveaux antibiotiques, il n'y a plus de publicité pour les antibiotiques, il y a quelques encore rares encarts qui collent aux ambitions du nouveau millénaire. Vous voyez, je vous ai mis celle-là, le claforant, la conquête technologique à l'image de la conquête spatiale, les moyens de communication qui commençaient à émerger, mais on sent qu'ils rament, hein, là, ils savent plus trop, ils sont un peu perdus, hein, nos amis publicitaires. Alors, comme dans le même temps, la société est devenue de plus en plus régulée, eh bien, ils sont obligés de mettre ce qu'on appelle des mentions légales. Et après, ça c'est pour le produit que vous avez vu sur la dia d'avant. Et vous voyez qu'ils sont obligés de mettre un gros paquet de mentions légales. Alors, c'est très joli graphiquement, mais c'est évidemment complètement illisible, quoi. C'est pas ça qui va faire changer la prescription. C'est ça. Voilà. Donc, au fil du temps, les publicités pour les antibiotiques sont de plus en plus détachées des caractéristiques médicales des produits qu'elles promeuvent. Elles ont de plus en plus joué sur les réflexes habituels de consommation des prescripteurs. Les prescripteurs sont confondus avec les consommateurs finaux. C'est ça, moi, parce que quand vous regardez les publicités pour les voitures, les chaussettes, les parfums, c'est les mêmes ressorts qui sont utilisés. Sauf que c'est directement pour l'acheteur. Alors que là, c'est pas pour l'acheteur, c'est pour le prescripteur. Et les publicitaires, ils ont joué sur le fait que les médecins, c'était aussi des consommateurs par ailleurs, et donc il fallait, pour qu'ils prescrivent, faire jouer leur réflexe de consommateur de bagnole, de parfum, de tout ce que vous voulez. Donc c'est presque un peu pervers, hein, comme jeu.
il n'y a pas vraiment de spécificité des thèmes publicitaires par rapport aux autres produits de consommation courante, hein, pour cette raison que je viens de dire. Le mythe antibiotique s'est dilué dans ceux qui animent la vie de tous les jours des pays industrialisés du moins, et le rôle dans la surprescription est certainement, pour moi qui ai été la cible de ces publicités et qui ai prescrit beaucoup d'antibiotiques, c'est une évidence, quoi. Et la question se pose probablement de réviser les règles qui la régissent, comme pour le tabac, pour l'alcool. Vous savez, il n'y a plus de publicité. Il y a un certain nombre de gens, vous avez peut-être vu une tribune dans Le Monde signée par un des élus de cette ville il y a quelques 2-3 mois maintenant, sur faut-il réguler la publicité pour les voitures et pour les SUV notamment, parce que ce qu'on y raconte est vraiment... c'est peut-être la même chose pour les antibiotiques. Donc voilà un petit peu ce que moi je pouvais dire avoir ressenti dans ce travail. Et je rends la parole à Pierre Arpet ou à Joseph Beltemps. Oui, j'ai pas forcément grand-chose à rajouter, tout est dit. C'était juste peut-être vous dire de faire bien attention à ce qui sort déjà sur les publicités sur le vaccin, les vaccins actuellement. Moi, j'ai pu les regarder un petit peu avant de venir. Je me suis dit que je trouvais ça intéressant. Et du coup, on est vraiment exactement sur la même chose. Vous avez par exemple les 2 dernières affiches pour vaccin Covid. C'est des enfants qui retrouvent leurs grands-parents avec tendresse exactement sur le message chien à petite fille. C'est exactement le même truc. Et l'autre chose, c'est l'étreinte. Donc, comme le couple la chambre à coucher après l'étreinte, là, on peut enfin s'étreindre avec le vaccin. Et on a vraiment quasiment la même chromatique. Donc, je dirais qu'on est à la fois sur des recettes de base de la publicité, mais on est aussi sur de l'emprise visuelle. Ce que je trouve intéressant avec ce sujet, c'est que comme il n'y a qu'une cible identifiée et un journal, du coup, le publicitaire a l'emprise. Et ça, la publicité, si on devait définir la publicité, c'est obtenir le maximum d'emprise visuelle. Narrative, évidemment, mais comme le visuel passe d'abord, le narratif se rajoute. Donc plus on est bon sur le récit et l'image, plus on a gagné les deux. Mais du coup, cette idée d'emprise visuelle, elle me semble très claire ici. Vous pouvez vraiment la prendre sur plein de choses. Je parlais des séries tout à l'heure, vous pouvez vraiment aller sur Netflix de la même manière. C'est-à-dire l'emprise visuelle de Netflix, elle est exactement pensée de la même manière. On se fiche complètement des acteurs qui jouent, on se fiche complètement des sujets qui sont donnés, simplement. On remplit la machine, que j'aime beaucoup, je suis un grand fan personnellement, mais je suis une cible là-dessus, et je vois très bien aussi l'effort qui est fait pour mettre une emprise visuelle pour me conserver à l'écran. Et c'est toujours la même chose. Donc il n'y a pas vraiment de sujet. Vous parliez de Mad Men tout à l'heure. On a effectivement dans cette série la manière dont on peut voir ça, mais l'emprise visuelle, c'est la publicité. On le voit le mieux vraiment ici, c'est le b.a-ba. Vous n'avez vraiment pas d'autre endroit. Vous avez l'ensemble du stock ici. Donc c'est pas comme si on avait 40 millions de publicités à discuter. Il y en a 800 à peu près qu'on peut voir. Donc vous avez un stock qui vous permet de comprendre ce que c'est que la publicité, à la fois la nocivité, la toxicité, la créativité qu'on peut avoir et la liaison entre la culture mainstream et les différents sujets. Donc vraiment, moi je trouve que c'est un objet assez passionnant à la fois pour rentrer dans la vie d'un médecin et aussi pour comprendre, je dirais, comment il est influencé. Parce que concrètement, c'est sûr que voilà, des fois on dirait que c'est du dentifrice alors que c'est l'antibiotique. Oui, moi, je rajouterais juste par rapport à tout ce que vous venez de dire, Joseph, que je ne suis pas si sûre qu'il manquait les publicitaires qui manquaient d'idées. Je pense que vraiment il y a une recherche de coller au plus près de la vie quotidienne et de ce qui interpelle la société à un moment donné. Et quand on a mis en parallèle donc, la sortie de la publicité et un événement marquant social à la fois, donc la sortie d'un film ou bien une médaille que l'on gagnait, on est à une année, souvent à une année près. On parlait donc de cette affiche où on voit le dos d'une femme nue. Je crois que l'année des Méduses est sortie l'année d'avant. Enfin, il y a on aurait pu creuser encore plus. On aurait trouvé à chaque fois probablement une concordance avec un fait social marquant de l'époque. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. L'idée, c'est qu'on vous donne aussi la possibilité de réagir par rapport à ce que vous avez vu. Là, donc, on a fait une sélection supplémentaire sur ce qui n'est pas exposé, qui vous donne une idée du foisonnement de ces publicités non visibles par le citoyen lambda jusqu'à il y a 2 ans.
Et on a bien l'intention de poursuivre en fait des expositions un peu partout sur la scène publique et au-delà des murs de Lyon. Voilà. Si vous avez des questions, profitez-en. Moi, j'avais une question à vous poser par rapport en fait, à la consommation de médicaments par rapport aux médecins. Parce que c'est vrai que je ne vois pas du tout comment ça fonctionne. En fait. Comment est-ce qu'un praticien achète des médicaments? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il en tire? Et du coup, c'est pour ça, si vous pouvez préciser un petit peu ça. Ou... Oui, bien sûr. Alors, les docteurs, les médecins... Pardon. Allô? Oui. Les médecins n'achètent pas de médicaments. Ils vous font une ordonnance et vous allez acheter le médicament. C'est un peu différent en médecine vétérinaire, où les vétérinaires font ce qu'on appelle ils ont un double diplôme. Ils font ce qu'on appelle en médecine humaine de la propharmacie, c'est-à-dire que ils vous prescrivent un médicament et ils vous le vendent en même temps. Mais ça n'existe pas en médecine humaine. En médecine humaine, c'est même interdit. Quand un médecin vous prescrit un médicament, il ne vous propose jamais de vous le vendre. Et donc, vous ne pouvez pas être la cible des médicaments sur ordonnance directement pour les publicitaires. C'est forcément votre médecin qui doit être touché par la publicité. Est-ce que ça répond à votre... Oui, tout à fait. C'est que du coup, c'est pour ça que je trouvais ça paradoxal d'avoir une pub du coup pour une ordonnance. Mais du coup, je comprends l'intérêt du publicitaire du coup là-dedans. Oui. Merci. Mais en fait aussi, ce qu'on pourrait rajouter, c'est que il faut considérer, et ça on l'a dit sur la fin, que le prescripteur fait partie des consommateurs. Il fait partie de la société et donc il est ciblé parce qu'à un moment donné ou à un autre, il aura la même émotion que son patient. Donc il est vraiment associé aussi à cette société de consommation, en l'occurrence, puisque ce qu'on n'a pas dit, c'est que, enfin, ce sur quoi on pourrait insister, c'est que les publicités antibiotiques donc, ont fonctionné comme une publicité pour un dentifrice ou une publicité pour un parfum. C'était vraiment le même fonctionnement. Et d'ailleurs, on pourrait tout à fait s'amuser à comparer ce genre de publicité avec... On aurait pu faire ça aussi, c'est-à-dire mettre une publicité antibiotique et en face une publicité du dentifrice qui est sortie à peu près à la même époque. Je suis persuadée qu'on trouverait aussi des concordances tout à fait intéressantes. Oui. Mais c'est un travail. C'est un travail pour quelqu'un qui veut s'engager dans un travail de recherche universitaire, hein, ce que vous venez de dire là, Claire. Donc ça en fait, c'est un message subliminal d'un air de dire qui est intéressé pour poursuivre l'aventure avec nous. Non, c'est très juste. Je pense qu'il y aurait de quoi faire effectivement pour un étudiant, alors en master 2 peut-être ou même plus, hein, parce qu'il y a une matière impressionnante. Moi, je reste absolument émerveillée. Et en même temps, un corpus fini, comme le disait Joseph. Hein, sur ce journal qui était... Sur ce journal, la presse médicale, puis la nouvelle presse médicale, on en a peut-être manqué une ou deux. Marine, elle a peut-être sauté une ou deux pages, mais enfin pas beaucoup. En gros, on a le corpus complet, quoi. Sur une longue période, il ne doit pas y avoir beaucoup de domaines où les signes comme ça sont maintenant aussi facilement accessibles. Qui a gagné le match de basket cette année-là? Ah bon? Voilà, n'hésitez pas à réagir. Hein, merci. Bonsoir. Donc c'était très intéressant. Moi, je me demandais si vous aviez constaté des différences entre le corpus français et le corpus américain dans les publicités, sachant qu'aux États-Unis, la publicité directe aux patients sur les médicaments sur ordonnance est légale. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent vraiment dans la manière dont ils pensent les pubs, ou vraiment le prescripteur est considéré comme le consommateur dans les deux cas? Eh bien,
Je ne peux De pas la vraiment manière. répondre à votre question parce qu'on n'a pas regardé ça spécifiquement. On a oui, dans 2-3 cas, on a trouvé exactement les mêmes, hein. L'anxiété, la solitude du médecin. Mais je ne pourrais pas vous répondre plus. Voilà exactement le genre de travail qui reste à faire, quoi. Peut-être pour vous répondre, vous dire que comme dans plein d'endroits, c'est les États-Unis qui d'abord amènent les personnes dans l'image. Donc vous avez vraiment cette mythologie mythologie masculine, féminine, des rôles qui s'agencent, des âges. C'est vraiment les Américains qui amènent ça. Donc les Français sont souvent à la traîne globalement sur ces questions et ont récupéré l'objet. Après, par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir les agencements texte-image, où là, les Français amènent beaucoup plus de texte, les Américains ont tendance à le réduire. Moi, ce que j'apprécie aussi, c'est que là, on s'adresse à un médecin qui est quand même quelqu'un qui est un spécialiste d'abord, et qui est quelqu'un avec, donc c'est une sorte de notabilité aussi, hein, de l'image. C'est vrai, c'est un notable, le médecin. Mais ensuite, dès qu'on arrive sur l'image publicitaire avec les personnes qui entrent, là, on rentre dans la consommation, évidemment, et on s'adresse plus à un spectateur. Et le médecin change complètement de personne, en fait, de persona à laquelle on s'adresse. Donc, je dirais qu'effectivement, c'est les États-Unis qui amènent d'abord les mythologies et les figures telles qu'elles sont. Et ça, on a vu ça, ça date des années 50-60, hein, cette apparition-là, très clairement. Oui, monsieur. Bonsoir. Vous avez dit à la fin dans vos pistes de réflexion que vous vous questionnez sur la manière de réviser les règles qui régissent la publicité. Est-ce que vous avez des pistes de réponse à cette question ? Non, parce que je ne suis pas législateur, moi. Je pense que s'il y avait un travail comme ça qui devait être mis en route, eh ben, il faudrait que le travail législatif se mette en route avec probablement des commissions qui fassent des recommandations il y aura des résistances, hein, comme toujours dans ces cas-là, mais après tout, il n'y a plus de publicité pour le tabac et il n'y a plus de publicité pour l'alcool, hein. Donc ça me paraît pas impossible. Je réagis juste, pardon, à ce qu'on vient de voir, mais on est vraiment là où elles sont les plus intéressantes. Moi, je suis désolé, j'adore ça, mais du coup, là où c'est le plus intéressant, c'est quand on va sur le film d'horreur, clairement. Là, ça prend un truc qui est vraiment. On a tous les films de Carpenter qui défilent, on a vraiment tous les Stephen King qui commencent à arriver. Dès qu'on est là-dessus, là, on sent qu'ils tiennent un filon qui est vraiment intéressant. Donc, on leur aurait dit, c'est bien d'aller là-dessus. Mais c'est vrai qu'après, bon, là, on est cuit, hein, c'est une catastrophe totale. Là, effectivement, on retrouve on voit rarement quand même cette variété-là de travail sur l'image. Donc je pense qu'à la fois, la partie, on parlait des publicitaires et des universités liées à la communication. Je pense qu'effectivement, il y a aussi un endroit là-dessus à creuser sur les universités. Et je pense que la législation, il reste sur du moins ludique, quoi, clairement. Oui. C'est-à-dire d'arrêter d'associer une image qui serait de l'ordre du ludique et du plaisir, donc du jeu. Il y a beaucoup de jeux. On voyait les dominos tout à l'heure, la cuillère qu'on donne. Enfin, tout ça doit évidemment disparaître. Oui. Il y a le jeu, il y a la puissance aussi, qui est vraiment une image très très forte. Alors, on va tout vous dire avec Claire Harper, on a voulu aller voir des publicitaires en leur demandant vous n'êtes pas quand même un peu critique sur... on en a rencontré un dont je ne dirais pas le nom, mais qui est un des plus connus du monde publicitaire français. Et rien de tout ça, quoi. Il était ravi de ce qu'ils avaient fait. Oui, je pense que c'était un filon absolument incroyable que celui-là, d'autant que, comme Antoine le disait, il y avait à une époque, il y avait des antibiotiques qui arrivaient sur le marché de manière très très régulière. Donc, il y avait un foisonnement possible d'idées qui pouvaient être amenées. Et on voit à quel point, hein, c'était dans les années 60, 70, 80, c'est ça, hein, où vraiment, mais c'est... Alors, peut-être préciser que là, on vous a mis une diversité donc, d'images, de publicités
si possible les plus parlantes. Bon, celle-ci avec le doigt magique, là, je suis sûre qu'on pourrait retrouver un truc avec le retour vers le futur, un truc comme ça, je suis sûre. Enfin bon, on aurait pu s'amuser encore longtemps à trouver des correspondances avec des présentations du vécu donc, au quotidien. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui n'apparaît pas donc, dans ce diaporama, c'est le nombre de publicités par an. Et on voit clairement qu'au fur et à mesure, ça va se déployer dans les années 60, 70, même avant 50. Il y a une foule d'images qui apparaît, et puis il y a des périodes qui sont beaucoup plus... il y a un creux qui s'opère. Hein. Il me semble que 80 à 82, la presse médicale, il n'y a rien qui apparaît. Puis tout à coup, ça redémarre. Donc probablement qu'il y a cause à effet entre une sortie d'un antibiotique et pof, on relance la machine publicitaire. Enfin bon, comme je vous le disais au tout début, la publicité, c'est vraiment une machine à produire du mythe. Et là, on a vraiment la possibilité de décrypter cette mythologie moderne qu'on voit défiler là sous nos yeux. C'est assez extraordinaire. Donc, j'en profite pour remercier Antoine de m'avoir permis de découvrir ce foisonnement d'informations, parce que c'est vrai que j'aurais jamais pensé aller chercher dans cette direction-là. Pour qui plus est, on peut peut-être aussi dire un mot là-dessus, pour nourrir nos recherches sur la question de l'antibiorésistance, parce que vous l'aurez compris, il y a un lien direct entre cette profusion d'images sur les antibiotiques adressés aux prescripteurs et la mauvaise utilisation. En tout cas, on parle de surutilisation, mais je crois qu'aujourd'hui, on est plutôt sur un mésusage, donc un mauvais usage des prescriptions antibiotiques. Mais ça, Antoine le dirait mieux que moi. Et je crois qu'on a un médecin dans la salle qui veut réagir. Bon, au risque de passer pour un dinosaure, je vais quand même... mon commentaire, c'est que moi aussi, j'ai vécu ces époques-là où on était submergé par les pressions de l'industrie pharmaceutique. Et la phrase qui est importante, c'est « prescripteur égale consommateur ». On a complètement effacé le discours scientifique, en fait. Et ça, c'est fabuleux, quoi. Donc, en gros, à part peut-être les médecins hospitaliers qui avaient quand même une certaine idée de ce que c'était les antibiotiques, dans les cabinets de médecine générale, la prescription était guidée par la publicité. C'est quand même assez étonnant. Et j'ai une autre remarque. Est-ce que vous avez regardé les autres classes de médicaments ? Parce qu'il faut savoir que les antibiotiques n'ont pas d'effets secondaires majeurs immédiats. Hein. On peut prescrire un antibiotique sans qu'il ne se passe rien derrière, à part 2 ou 3. Alors qu'un anticoagulant, ce n'est pas du tout le problème. Tu vois ? Est-ce que vous avez pas eu l'occasion de regarder ça ? Ça serait intéressant de voir ça aussi ici. La prescription des autres médicaments suit le même process, en fait. Et probablement, s'il y avait une réflexion, comme vous demandiez tout à l'heure, sur quelle piste il pourrait y avoir pour réguler la publicité, probablement faut raisonner en termes de publicité médicale dans son ensemble, hein, peut-être pas uniquement sur un médicament ou un type de médicament. Enfin, c'est justement ce genre de travail de base, de recherche académique. Ce que tu suggères, c'est exactement un travail de thèse. Hein. Comme disait Madame derrière toi, là, c'est d'un pays à l'autre, d'une classe de médicaments à l'autre. Il y a pratiquement rien eu de fait sur la publicité médicamenteuse. Hein. C'est un champ de recherche. Et encore une fois, le corpus, il n'est pas très difficile. Il suffit de le retrouver. C'est beaucoup plus facile que d'autres choses, quoi. Il suffit de feuilleter une revue. Et les scanners seront encore bien meilleurs aujourd'hui. On pourra faire des grands posters. Joseph, à quand la prochaine ? Voilà, oui. Bonjour, merci pour cette très belle présentation.
J'avais une question, à savoir, est-ce que vous avez connaissance si à l'heure actuelle, il y a une publicité, mais plutôt dans le sens inverse, vu qu'on est plutôt dans une ère de résistance aux antibiotiques, justement pour agir sur le médecin prescripteur, pour limiter en fait sa prescription et donc en conséquence la consommation des antibiotiques, sachant que, on a beau avoir beaucoup de campagnes de sensibilisation, bizarrement, je crois que l'impact est moindre, ou en tout cas, est-ce que vous avez un peu de connaissances là-dessus, ne serait-ce que par aussi les presses médicales qu'on peut avoir, autant pour les médecins que pour les autres professionnels de santé concernés par cette problématique de la résistance aux antibiotiques? Alors, en fait, c'est pas de la c'est de la communication des autorités gouvernementales, quoi. Hein. Les antibiotiques, c'est pas automatique, ça a formidablement bien marché. Il y en a eu une ou deux autres après qui ont très mal marché, et la consommation a repris. Et ça coûte cher, la publicité ou les messages gouvernementaux. Donc en fait, pour l'instant, il n'y en a pas de façon évidente. Et puis, il faut bien dire que depuis 2 ans, on s'est occupé beaucoup moins des antibiotiques et beaucoup plus, évidemment, de Covid. Mais ça va revenir. Hein. S'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à vous remercier de votre présence ce soir. Merci beaucoup aux intervenants. Si vous souhaitez voir ou revoir l'exposition, elle sera visible jusqu'à fin octobre dans le hall de la bibliothèque. Vous pouvez également vous arrêter. La bibliothèque ferme à 22h, donc vous pouvez aller voir les affiches si vous voulez. N'hésitez pas à nous faire de la pub. Et donc, la fête de la science continue à l'université. Donc l'exposition sur les antibiotiques et une exposition Le médecin face à la douleur qui est juste là à côté de vous, avec une table tactile. Et vous pouvez venir jusqu'au 11 octobre pour voir tout ça. Merci beaucoup. Et puis à bientôt pour une autre conférence.